Oh, c'est David, bienvenue chez moi. Voilà, nous sommes à Tokyo, nous sommes le vendredi 6 août 2021. Je reviens du ciné où j'ai pu voir le tout dernier film Boku no Hero Academia World Heroes Mission, le jour de sa sortie. Désolé pour mon accent anglais. Désolé aussi si je sors pas de vidéos YouTube très fréquemment ces temps-ci, il s'est passé tellement de choses, j'ai déménagé d'ailleurs, ça c'est mon nouveau chez moi, et aussi je suis beaucoup plus présent sur Twitch, donc je vous invite vraiment à venir sur ma chaîne Twitch, ça s'appelle Tokyo Exclusive. Je fais plein de lives dans des endroits magnifiques, à la plage, dans des sanctuaires, mais aussi beaucoup de lives dans des shops, notamment quand il y a des petits pop-up stores éphémères comme le pop-up store One Piece ou autre, j'y vais. Donc viendez s'il vous plaît, venez sur ma chaîne Twitch. Et en attendant, donc le sujet du jour, Boku no Hero Academia, le tout dernier film, le troisième film. Donc ce qu'on va faire comme d'habitude, c'est juste pendant 5 minutes. Je vais vous parler du film, vous donner mon avis, mais absolument sans spoiler. Et ensuite, au bout de 5 minutes à peu près, je vais tout vous balancer. Donc attention, ça va spoiler, mais pas tout de suite. Alors, bilan de ce tout dernier film, My Hero Academia, Boku no Hero Academia. C'était sympa, j'ai bien aimé. Je vais vous le dire tout de suite, parce que je préfère être franc avec vous. C'est pas non plus le film le plus transcendant que j'ai vu, mais en tout cas c'est un très bon film d'été, on va dire, qui fait tout à fait son taf. En plus, on donne ça en fait. Bon, alors c'est pas que moi, je suis pas VIP à ce point-là, en fait, ça c'est un petit carnet qui est donné au premier million de spectateurs de ce film. Donc voilà, je suis pas tout seul, mais quand même, il est magnifique, il y a vraiment plein de croquis des personnages, il y a des interviews des seiyuu, il y a une mini-interview de Horikoshi Sensei, dans laquelle il dit notamment que c'est un immense fan d'Akira comme moi, donc là direct il est remonté de ouf dans mon estime. Bref, et il y a aussi un petit manga original à la fin, une petite histoire originale, donc c'est un truc qui vaut son pesant de cacahuètes, ça fait très plaisir, même les tickets pour le film sont magnifiques. Bref, je reviens au film parce que c'est ça qui vous intéresse le plus. Alors, si on prend dans l'ordre, on va dire, le scénario franchement il est basique, il est simple, ça va pas chercher dans les profondeurs les plus profondes de la philosophie spirituelle et compagnie. Je pars du principe que vous avez quand même vu le trailer, donc c'est une sorte d'organisation terroriste là qui s'appelle Humalize, et qui en gros, sous prétexte de vouloir sauver l'humanité, mais sauver l'humanité au sens essentiellement des gens qui n'ont pas d'alter. Et donc, au nom de ça, en fait, ils veulent se débarrasser de tous les héros qui ont des alters. Ça s'appelle World Heroes Mission parce que ça se passe dans plein de pays, y compris la France, Cocorico, c'est marrant. D'ailleurs, en France, ils envoient la grenouille, là. Là, j'y vois une petite attaque personnelle. Vous savez peut-être que à l'étranger, les Français, on nous appelle souvent les frogs, les grenouilles. Et là, bizarrement, ils envoient la grenouille en France. Peut-être c'est délibéré. Bref, donc il y a plein de groupes de héros qui sont envoyés dans différents pays du monde, et l'histoire principale, elle, se passe dans un pays d'Europe, mais un pays qui n'existe pas, qui s'appelle Océan. Et donc c'est là que sont envoyés Deck, Bakugo et Todoroki, qui sont avec Endeavor, puisque en fait, chronologiquement, ça c'est important, en fait, ça se passe, on va dire, en parallèle à la fin de la saison 5. Sachant que la saison 5, il y a 18 épisodes qui sont sortis, j'ai tout vu, donc ça se passe à peu près en parallèle à ça. Donc au niveau des pouvoirs et des compétences de chacun, on en est là. Par contre, voilà, c'est une histoire tout à fait parallèle, donc même en gros sans avoir vu la saison 5, ou même sans rien connaître à Boku no Hero Academia, par exemple, comme ma chérie qui est venue avec moi, qui a quasiment rien vu ni rien lu de Hero Academia et qui a tout à fait apprécié le film. C'est vraiment un film qui se suffit à lui-même. C'est essentiellement focalisé bien sûr sur le trio des trois decks, Bakugo et Todoroki. C'est pour ça que dans le trailer on les voit beaucoup, c'est pour ça que à un moment donné il y avait des trailers avec le petit titre
il va rencontrer les trois mousquetaires. Donc en fait, eux, c'est vraiment eux les trois mousquetaires. Et le gars qui les rencontre, c'est un personnage aussi important du film, Roddy, qui va être un des protagonistes principaux du côté des gentils. Limite, en vrai, c'est presque, en gros, t'as vu le trailer, t'as vu le film, quoi. C'est ce que je reproche un peu à ce trailer, quoi, c'est que ça dévoile un peu quelques énormes phrases clés du film, donc c'est à la limite du spoil. Et du coup, ça donne aussi toute l'atmosphère du film, essentiellement basée sur effectivement la volonté, ce qui revient souvent dans l'animé, hein, de Deck et des autres de vouloir devenir de vrais héros, des héros qui rendent le sourire aux gens, qui agissent avec le sourire. Voilà, ce film c'est du 100% Boku no Hero Academia. Presque un peu trop à mon goût en fait. J'aurais honnêtement attendu un petit quelque chose, on va dire. Des petits quelque chose de plus original, quoi. Mais bon, c'est pas pour ça, je dis pas du tout que le film est mauvais, hein, attention. Hein. Je dis juste une petite pointe d'originalité, ça aurait été sympa en fait. Voilà, les précédents films que j'ai vus moi personnellement à Tokyo, c'était le tout dernier film Evangelion et le dernier film Kimetsu no Yaiba Demon Slayer, qui on va dire avait une charge émotionnelle plus forte en fait que ce film-là. Vous avez sûrement vu le film Demon Slayer, vous avez sûrement chialé comme des gamins à la fin. Me dites pas que vous n'avez pas chialé, je sais que vous avez chialé. Et Evangelion... Ah, Evangelion est dispo maintenant en France, donc peut-être certains d'entre vous l'ont vu. Voilà, Evangelion aussi, c'était une grosse charge d'émotion, parce que c'est la fin d'Evangelion. Voilà, là c'est pas pareil en fait, c'est voilà, un petit film parallèle pour l'été. Niveau animation, au niveau de l'animation quand même c'est très bon. Bah voilà, c'est un film qui sort dans les salles de cinéma, c'est fait par le studio Bones, donc c'est très bon. Il y a des longues scènes de baston quand même, hein, ils ont vraiment focalisé là-dessus. Voilà, il y a toujours les petites alternances entre 2D, 3D, c'est ce qui se fait maintenant à peu près dans tous les films. Le truc qui m'a choqué le plus, c'est qu'il y a beaucoup de sang en fait. Quand on regarde l'animé, ça pisse pas tellement le sang quand même, et là par contre dans le film, waouh, ça y va quoi. Hein. Et du coup ça m'a rappelé les trucs d'anciens, parce que moi je suis un ancien, et toutes les phrases genre je dois me relever, je dois pas abandonner pour mes amis, voilà, tout ça en fait, en vérité ça a été plié et replié il y a plus de 35 ans par les Chevaliers du Zodiaque Senseiya en fait, qui eux-mêmes pissaient le sang comme des fous à chaque fois qu'ils se battaient. Et donc voilà, ça m'a rappelé un peu Senseiya, moi personnellement. Hein. Voilà, est-ce que je lui mets une note? Est-ce que je... Allez. Alors, je vais donner une fourchette parce que c'est toujours difficile de noter un film. Si j'étais pas super gentil, je mettrais 15,5 sur 20. Et si j'étais gentil, je mettrais 17 sur 20. Voilà. La note que je donne à ce film, c'est entre 15,5 et 17 sur 20. Bien, alors attention, je vais le répéter. Attention, à partir de maintenant, je vais spoiler tout le film. Si vous ne voulez pas être spoilé, allez faire quelque chose d'autre. Voilà, je vous autorise exceptionnellement à ne plus regarder ma vidéo à partir de maintenant. Et du coup, je vais me servir aussi de ça, parce que là-dedans, il y a tous les noms des persos, des méchants, tout ça. Donc ça va beaucoup m'aider. C'est parti donc pour le scénario un peu plus complet et spoilé du film. Alors à la base, ça commence avec quelque chose que vous avez vu dans le trailer, hein, donc une sorte d'attaque terroriste à plein d'endroits avec de la fumée verte qui sort des plaques d'égout comme ça et qui rend fou les gens en fait, qui fait exploser les haltères des gens. Et en fait c'est une drogue là, le trigger, qu'on voit dans l'animé déjà. Donc voilà, ça fait beaucoup de dégâts parce que les gens forcément ils perdent le contrôle de leur haltère et donc ils détruisent tout. Et donc voilà, cette attaque est directement revendiquée par ce groupe terroriste qui est dirigé par un mec qui s'appelle Fleck Turn et qui dirige donc cette association qui s'appelle Huma Rise et qui œuvre en fait pour protéger, sauver l'humanité donc dans le sens des gens qui sont nés sans haltère, parce que quand même dans Hero Academia il y a des gens qui n'ont pas d'haltère. Et donc suite à cette attaque, on va avoir plein d'équipes de héros donc qui vont être dispatchés dans plein de pays.
dont la France, hein, avec la grenouille entre autres qui se retrouve en France, voilà, sur les Champs-Élysées, la Tour Eiffel. Ça, il y a une autre équipe en Amérique, une autre en Égypte, une autre à Singapour. Bref, ça c'est pas très intéressant. Le plus important, c'est l'équipe qui nous intéresse, c'est-à-dire Deke, Bakugo et Shoto, qui eux sont donc toujours en internat avec Endeavor et qui vont être envoyés dans ce pays imaginaire qui s'appelle Océon, mais qui est un pays en Europe, attention. Et donc voilà, c'est là où est basée cette organisation terroriste, sauf que là, quand ils débarquent pour essayer d'aller les choper au début du film, bah, ils arrivent et il n'y a plus personne. Et donc, partant de là, en gros, ils vont mener leur enquête dans la ville. Et là, c'est là que Deke va rencontrer un protagoniste très important du film, donc il s'appelle Roddy Saul, qui est un mec qui habite, un jeune qui habite tout seul avec sa petite sœur et son petit frère dans un quartier très pauvre de la ville. Et du coup, c'est un mec qui fait des magouilles, qui vole plus ou moins des trucs et qui là avait un espèce de deal dans lequel il devrait récupérer une valise pleine de bijoux. Sauf que en fait, il va y avoir une interversion de valise. Parce que j'ai oublié un truc important, c'est qu'au tout début du film, on voit un personnage s'échapper en fait de l'organisation terroriste avec une valise à la main. Et cette valise en fait, elle contient des informations très importantes qui pourraient permettre en fait d'agir contre cette organisation en fait. Donc c'est un gentil gars en fait à l'intérieur de l'organisation qui a rassemblé ses preuves et qui a envoyé un mec pour aller donner cette valise, si possible, soit à des héros, soit à la police. Et donc, c'est cette valise-là, en fait, que l'organisation terroriste veut récupérer. Et donc, ils poursuivent le mec qui a la valise, les méchants, là. Ils lui tirent dessus, il y a une explosion sur l'autoroute, tout ça, bref. Et ça tombe au moment où ce Roddy, en fait, vient, lui, avec une autre valise. Et donc, il y a une explosion, une voiture qui s'écroule, tout s'écroule. Et donc, en fait, il récupère la mauvaise valise sans le savoir, en fait. Il pensait avoir une valise pleine de bijoux et il se retrouve avec la valise qui contient les informations cruciales pour se débarrasser de l'organisation terroriste Humanize. Tout ça, bien sûr, pendant que Deke, en fait, est en train de poursuivre ce Rudy. Et du coup, il finit par l'intercepter. Sauf que là, c'est bizarre, en fait, il y a la police qui intervient en nombre de ouf, avec autorisation de tirer à vue, ce qui est quand même bizarre quoi pour la police. Et du coup, voilà, Izuku du coup il se doute un peu de quelque chose et il décide d'échapper à la police, qui n'est pas la police de son pays. Hein. Izuku il est japonais, hein. Là il est venu en mission on va dire. Donc il prend quand même le risque d'échapper à la police avec ce Rudy et la valise. Et donc à partir de là, voilà, il y a une grosse partie du film en fait qui est Deke et Roddy qui s'échappent, qui essayent d'échapper à tous leurs poursuivants qui vont être assez nombreux. Sachant que de là, suite à la fuite de Deke, en fait, et ben, d'un coup, bizarrement, ça sort dans les médias une information comme quoi Izuku Midoriya est responsable de la mort d'une douzaine de personnes, comme quoi il aurait fait un meurtre de masse. Ça sort comme ça sur toutes les télés du monde entier. Donc évidemment ça choque énormément tous les héros, tous les amis de Deke qui voient ça. Ça c'est d'ailleurs quelque chose qu'il y a dans le trailer, hein, c'est pas non plus un spoil de niveau ultime. Voilà, le spoil par contre c'est qu'il s'avère en fait que la police de ce pays Océan a été en fait infiltrée par cette organisation terroriste. Il y a des membres de cette organisation terroriste qui font partie de la police, donc la police est corrompue, donc c'est pour ça qu'elle décide de lancer cet avis de recherche contre Izuku de façon en vérité à pouvoir récupérer beaucoup plus facilement cette fameuse valise. De là, comme Izuku apparaît sur toutes les télés, du coup ils partent s'échapper un peu à la campagne, obligés de changer de fringue, de se faire le plus discret possible, sachant que en plus comme la police, tout ça, tout le monde est à ses trousses, il va être traqué par son téléphone, Izuku. C'est pour ça qu'il ne peut plus utiliser son téléphone, donc c'est très difficile pour lui de joindre ses amis, Bakugo, Endeavor et compagnie, donc il décide de s'échapper pour trouver un autre moyen d'aller rejoindre plus facilement ses amis. Et en fait l'idée d'ailleurs c'est même de quitter le pays Océan
Et donc il se dirige vers la frontière avec un autre pays, Cleaid, qui s'appelle, j'ai oublié le nom de ce pays, je crois que c'est Cleaido, un truc comme ça. Partant de là, bah, ils vont d'abord faire un petit peu connaissance entre Deke et ce Roddy, sachant qu'au début, voilà, c'est un peu houleux, hein, parce que quand même il y a eu une grosse course-poursuite, le Roddy il voulait pas du tout donner la valise. Et le problème, c'est que ils vont faire un bout de chemin ensemble, mais à un moment donné, Roddy va s'apercevoir en fait que c'est vraiment dangereux, qu'ils ont le monde entier à leur trousse, et selon lui, ce serait plus sage de rendre la valise en fait. Ce que Izuku ne veut absolument pas, parce qu'il se doute que la police est corrompue, et que de toute façon, s'il se tombe nez à nez avec des méchants de cette organisation, ça va mal se passer, même si ils rendent la valise. Et du coup, en fait, ce Roddy Soul là, il va profiter d'un moment où Izuku dort pour prendre la valise et aller téléphoner à cette organisation, enfin, ou à la police, mais comme la police est corrompue, ça revient en même, pour leur rendre la valise en échange qu'il lui fasse pas de mal en fait, et qu'il ne fasse pas de mal non plus à son petit frère, à sa petite sœur. Sauf que évidemment, vous doutez bien, c'est une erreur énorme. Ceux qui débarquent en fait pour récupérer la valise, c'est deux méchants bien costauds de l'organisation, dont un qui se transforme en une espèce de démon énorme avec une massue gigantesque. Et évidemment, quand il récupère la valise, il veut tuer le pauvre Roddy. Donc c'est là que Izuku va intervenir. Et voilà, le pauvre, il y a aussi une méchante qu'on voit dès le début du film d'ailleurs, qui est super cool, qui s'appelle Beros, et qui tire des flèches chargées d'énergie. Très classe ce perso d'ailleurs, et qui va carrément blesser Izuku assez gravement, quoi, il va le transpercer. Mais malgré tout, voilà, ils réussissent quand même à s'échapper, à se recacher dans une grotte. Et là, bon, il y aurait un petit passage voilà, sur la philosophie de vie de Deke, que vous connaissez tous évidemment, parce que Roddy se demande mais pourquoi tu m'as sauvé alors que je t'ai trahi. Et voilà, de là, évidemment, Izuku lui sort tout le traditionnel speech sur voilà, le fait qu'il veut sauver tout le monde, qu'il veut rendre le sourire à tout le monde, etc. Voilà. Ça, vous connaissez son discours. Et du coup, ils repartent ensemble, cette fois, en louant un espèce de... En volant, pas en louant, parce que c'est quand même un peu un voleur à la base, Roddy, donc en volant un espèce de petit fourgon Volkswagen. Bon, c'est pas le logo Volkswagen, c'est le logo Volkswagen un quart de tour, donc quasi la même chose, tout pourri, tout défoncé. Et donc il s'échappe vers la frontière de ce pays, là, Cleaido. Sauf que au moment où ils sont presque arrivés à la frontière, il leur reste à escalader une montagne. Et là, Roddy lui dit tiens, prends la valise, vas-y, parce que c'est trop dur. Mais à ce moment-là, rebolote par hélicoptère, revient ce personnage, cette fille là, Beros, avec ses flèches de ouf, plus un autre sidéro qui peut faire grossir des boules de métal et qui du coup les bombarde de ouf, quoi. Et là c'est dur parce que dès qu'il peut pas tout faire, hein, il peut pas protéger Roddy, la valise, le porter et en même temps riposter aux attaques. Donc ils sont à la limite de se faire buter, et vraiment au tout dernier moment, voilà, in extremis, à la Hollywood, paf, intervention de Shoto à coup de glace, et de Bakugo aussi qui arrive derrière, et qui leur sauve la life, quoi, carrément, et qui surtout leur permettent de garder cette fameuse valise. Parce que vraiment cette valise, c'est le point le plus important du film. Et donc là, ils se décident de se poser un peu pour voir ce qu'il y a en fait dans cette valise, et quel est le secret en fait. Et en fait, il se trouve que dans un petit bout du fond de la valise, là, il y a un truc qui sort, et il y a une espèce de puzzle à résoudre, et que en fait, Roddy arrive à résoudre parce que c'est le même genre de Rubik's Cube, enfin de puzzle Rubik's Cube, avec lequel jouait son père quand il était petit. Et en fait, il se trouve que dedans il y a une sorte de clé micro USB en fait, avec plein d'infos, plus une clé très importante qui permet d'arrêter tout le système
de la base de l'organisation terroriste. Donc de là, ils vont du coup sur un ordinateur essayer de voir un peu ce qu'il y a dans ces données. Et ils arrivent à je fais court hein, parce que je ne vais pas vous donner tous les détails. Du coup ils arrivent à localiser la base en fait de l'organisation terroriste. Sauf que le problème c'est que à ce moment là, comme les méchants n'arrivent pas à récupérer cette valise, ils décident de passer à la vitesse supérieure et donc le grand méchant là, le Fleck Turn, décide d'activer des bombes dans à peu près presque tous les pays du monde, en tout cas tous les pays où il y avait des groupes de héros qui essayent d'agir. Et là, tac, ça passe en mode time limit 2 heures. Donc là, c'est simple, tous les groupes de héros dans tous les pays ont 2 heures pour essayer de faire quelque chose pour pas que d'énormes bombes explosent dans tous les pays. Du coup, pas le temps d'attendre des renforts, il va falloir y aller le plus vite possible à cette base. Et donc il se trouve que Roddy est capable de piloter un avion, donc il vole un avion. Donc du coup, les trois, Shoto, Deck et Bakugo, partent directement vers la base qui se situe dans les tréfonds d'une montagne. Et donc, voilà, Roddy vole et en fait, il va pas atterrir. En fait, ils vont sauter directement en parachute, les trois là, pour aller faire une grosse attaque sur la base ennemie. Donc à partir de ce moment là ça va partir en mode baston à peu près, mais non-stop hein. Et ils vont être séparés en fait. Le but de Izuku ça va être d'aller retrouver le boss de fin de niveau boss de fin de niveau comme dans les jeux vidéo. Et comme par hasard, Bakugo et Shoto vont être séparés et se retrouver chacun face à des méchants surpuissants. Alors, Bakugo, lui, va se retrouver face à une paire de jumeaux hein, qui s'appellent les Serpenters et qui ont des chaînes ultra coupantes là, qui leur sortent du dos. En plus, ils attaquent à deux à une vitesse de fou. Honnêtement, le design là, des chaînes et tout, ça fait énormément penser à Naruto Shippuden, là, ce perso avec les marionnettes là. Sasori, si je dis pas de conneries, Sasori. Voilà, ils ont des trucs ultra coupants qui sortent comme ça. Et donc c'est violent, hein, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de sang par rapport à d'habitude dans l'animé. Donc Bakugo voilà, se fait taillader dans tous les sens, il en bave vraiment. En parallèle, Shoto se fait tomber dessus par un mec qui s'appelle Léviathan, qui est juste une énorme brutasse qui dit rien en fait, qui sait rien dire, qui sait juste gueuler et tout péter quoi. Donc au début ils en bavent vraiment pour arriver à se débarrasser de ses ennemis. Bakugo arrive à les mettre KO à un moment, sauf que bien sûr dans cette organisation il y en a plein qui se droguent avec cette fameuse drogue qu'on voit aussi dans l'anime, donc ils se font des picouses et ils se raniment et ils reviennent encore plus fort. Pendant ce temps là voilà, Deck lui progresse à l'intérieur de la base. Ah d'ailleurs j'en profite pour faire une petite aparté sur un truc qui m'a vraiment questionné. C'est incroyable à quel point Izuku maîtrise ces fouets noirs là qui lui sortent du gant. Dans l'anime en fait jusqu'à peu près l'épisode 18 il est quand même à un stade où voilà il les sort mais il les maîtrise pas de ouf non plus quoi. Et là dans le film mais c'est incroyable à quel point il peut faire tout et n'importe quoi avec ses fouets. À un moment donné, même il se balade sur le pont. Je me suis dit, mais attends, mais c'est Izuku, c'est Spider-Man là. Tu le vois comme ça avec ses fouets, là, tac, en mode vraiment Spider-Man. Donc je ne sais pas pourquoi il les maîtrise autant dans ce film. Peut-être que vous aurez la réponse ou les explications, donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Hein. Je ne suis pas non plus l'expert numéro 1 en Hero Academia, mais c'est vraiment un truc qui m'a vraiment beaucoup surpris dans ce film. Tout ça pour dire que Izuku va arriver très vite et se retrouver tête à tête avec ce fameux méchant qui est quand même assez stylé hein, au niveau design du personnage, Fleck, censé donc vouloir défendre les humains en voulant se débarrasser de ceux qui ont des haltères, alors qu'en vérité on va vite apprendre que lui-même il a un haltère en fait, un haltère surpuissant. Mais voilà, dans la partie tragédie qui va arriver après, on va apprendre que à cause de son haltère quand il était tout petit,
bah, il a été rejeté par ses parents, rejeté par ses amis, par sa petite copine, enfin voilà. Le coup du personne ne m'aime, donc je vais tuer tout le monde, un grand classique dans le milieu des films. Et donc c'est pour ça que, en gros, voilà, il veut tuer tous les héros pour être le chef du monde, comme souvent, les grands méchants. Bref, tout ça pour dire que son alter est super problématique, parce que c'est en gros un alter de miroir et qui renvoie à l'attaquant la même attaque. Bon, c'est un truc qu'on a déjà vu moult fois dans les mangas animés, mais là, voilà, c'est très joli, c'est très bien fait, il a plein de miroirs. Et du coup, à chaque fois que Deck essaye de lui mettre des grosses patates ou des gros kicks, quoi que ce soit, bah, il se reprend la même en pleine gueule, ça rate pas. Et ça dure un bon moment, hein, parce que non seulement il se reprend de plein fouet les attaques qu'il essaye de faire sur ce méchant Flecht, mais en plus il y a plein aussi de lasers qui sont là pour tirer sur Deck et qui l'atteignent à un moment. Donc en gros il se fait quand même bien massacrer, ça pisse le sang, comme je vous le disais, ça pisse le sang plus que d'habitude. Et ce qui se passe d'important à ce moment-là, c'est que Roddy, là, qui était dans l'avion, il a fini par atterrir et il rejoint Izuku parce que voilà, il veut maintenant le protéger, il veut participer à la destruction de cette organisation, et surtout c'est lui qui a la clé. Et en fait il rentre dans la salle, il fait semblant de vouloir aller rendre la clé aux méchants, ce Flecht là, la clé qui permet en fait d'arrêter toutes les bombes dans le monde entier, et au moment où il le rend, en fait il la fait sauter en l'air. Et en fait Izuku comprend que Roddy était de son côté à cause de ce petit oiseau. En fait, je vous ai pas parlé encore de ce petit oiseau qui s'appelle Pino, qui est toujours avec Roddy, qui est ultra kawaii, Pino. Et en fait, voilà, là c'est du spoil complet. En fait, il se trouve que Pino c'est l'alter de Roddy, et que ce Pino en fait ne peut pas mentir. Donc ce que dit ce petit oiseau, c'est vraiment ce que pense en vérité Roddy. Et donc pour faire court, en fait, ben voilà, Roddy maintenant, pendant que Izuku essaye de terrasser Flecht, Roddy va aller vers la salle des machines pour enfoncer cette clé et arrêter les bombes. Pendant ce temps-là, dehors, Bakugo, au bout d'une bataille titanesque, où il finit par péter les plombs et envoyer, j'allais dire 2 fulgures au point, mais personne connaît Goldorak parmi vous maintenant peut-être. Mais voilà, quand il envoie ces trucs devant, pour moi ça fait un peu fulgure au point. Bref, pour bloquer les deux saletés là de Serpenters, il se retrouve vraiment en torse nu, voilà, tout ensanglanté, mais il arrive à les exploser. Pareil du côté Shoto, qui lui était à 2 doigts d'être noyé par ce Léviathan qui l'a emmené dans la rivière, hein. Pareil, il finit par s'énerver et effectivement utiliser cette attaque dont il ne voulait tellement pas au début, parce qu'elle est issue de son père, hein, le fameux Nekken, c'est point incandescent en français il me semble, et donc mais voilà, c'est du Nekken de ouf, hein, parce que vraiment c'est démultiplié en qualité, parce que c'est un film d'animation, donc c'est vraiment classe à ce moment là. Et pareil pour la baston entre Izuku et Flecht, hein, ça part vraiment dans tous les sens, sauf que voilà, le problème c'est qu'à un moment le pauvre Roddy qui allait mettre la clé, il se prend un tir de laser aussi, alors qu'il restait genre 54 secondes avant que les bombes explosent. Et du coup, voilà, à un moment donné, dès qu'il se rend compte qu'il faut faire quelque chose, même s'il est dans un état pas possible, quoi, il va quand même continuer à y mettre toute sa force. Et à un moment donné, en fait, il s'aperçoit que malgré que le Flecht, il ait la capacité à renvoyer les attaques, l'alter en fait de Flecht a une limite en fait. Il peut pas encaisser non plus un nombre infini de coups à une puissance infinie, quoi. Et au moment où il se rend compte que Flecht a une limite à son alter, bah là il sait qu'il y a moyen en fait. Il sait que ça va être dur, mais il sait qu'il y a moyen. Et là, il passe en mode super vénère. Alors moi, j'y vois un petit clin d'œil carrément à One Piece, hein, peut-être pour fêter les 1000 épisodes qui arrivent là. Il commence à faire une sorte de Gatling Gun à la Luffy, quoi. À mettre des multitudes de patates. Et après, voilà, pour en finir avec Flecht, il va faire ce que j'attendais moi, parce que voilà, moi, voilà, vous avez bien vu que je suis fan essentiellement d'All Might, hein, dans Hero Academia.
Voilà, il va y avoir la petite séquence, pas hommage, entre guillemets une technique hommage à All Might, puisque Izuku va dégainer en quelque sorte sa version de l'énorme United State of Smash. Et donc c'est comme ça qu'il va défoncer Flecht, voilà. Le tout dans une explosion d'effets spéciaux de folie. Et du coup il arrive à le terrasser, mais il reste vraiment plus de temps en fait, les bombes vont exploser. Hein. Et en parallèle, on voit des scènes dans tous les pays du monde où les autres groupes essayent de faire absolument tout ce qu'ils peuvent pour éviter que les bombes explosent au milieu du public, donc ils les transportent dans le ciel, etc. etc. Mais au niveau chrono, c'est trop tard. Et même pour Izuku, en fait, c'est trop tard. Il arrive dans la salle, et là, il se rend compte qu'en fait, le chronomètre des bombes a été arrêté. Même si Roddy est éclaté par terre, ensanglanté, en fait, et c'est le petit Pinot, là, son alter, avec sa bouche qui a réussi à aller jusqu'à la machine, insérer la clé et du coup arrêter le compte à rebours. Donc du coup aucune bombe n'explose et donc tout est bien qui finit bien, même s'ils sont tous salement amochés. En gros tout est bien qui finit bien, le méchant se fait arrêter, les bombes n'ont pas explosé, donc tout va bien. Donc après voilà, la fin ça va très très vite, hein. Petite étape, passage à l'hôpital pour se remettre en quelques jours et ensuite il quitte le pays pour revenir au Japon. Petite séquence émotion avec le Roddy pour lui dire au revoir. Et de là, ils repartent vers le Japon. Voilà, comme je vous l'ai dit, hein, le scénario, voilà, c'est pas non plus le scénario le plus ouf de l'histoire de l'animation japonaise. Hein, mais en même temps, pour un film d'été, c'est pas forcément ce qu'on en attend non plus. On veut se détendre, on veut de la baston de ouf, on veut que les gentils y gagnent à la fin. Et là, sur ce plan-là, voilà, tout le cahier des charges est respecté. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Surtout, n'hésitez pas à poser des likes, mettre un petit commentaire. Venez sur ma chaîne Twitch, Tokyo Exclusive aussi, ça c'est important. J'ai vraiment envie que beaucoup de gens viennent sur ma chaîne Twitch parce que je vais faire vraiment des lives super sympas, donc je vous attends. Et en attendant, voilà, pour ce qui est côté YouTube, posez plein de likes, des commentaires, posez-moi des questions, j'y répondrai. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Os